Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Super Friends. C'est l'émission dans laquelle on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics et bande dessinée par leur travail. Et aujourd'hui, il ne sera pas vraiment question de comics, mais plutôt de bande dessinée, puisque on va avoir le plaisir d'accueillir dans ce podcast monsieur François Hercouet. Salut François. Salut Arnaud. Qui dandoline de la tête, puisqu'il a l'habitude d'écouter mes intros comme ça, et il prend beaucoup trop ses aises dans ce podcast quand même, ce jeune homme, ce vieil homme presque. Oh là là. Voilà. Je vais me permettre de te tailler puisque tu... Parce que je te distrais un peu pendant l'intro. Exactement. Tu essaies de faire des petites blagues et ce n'est pas du tout... il faut rester sérieux, monsieur. Surtout que, justement, on n'est pas là pour faire un bilan de tiers de l'année Urban c'est con Comics. parce qu'en plus, j'ai des choses à dire. Oui, une prochaine fois, écoute, réserve-toi pour cet été. Mais on est là justement pour parler en fait d'un autre projet. Oui. Que tu diriges aussi. Ouais, et on va même jouer à un jeu. Oui. On va se mettre une petite difficulté, c'est qu'on va avoir droit à peut-être un joker chacun de dire une fois Urban Comics. Alors ça compare. D'accord, donc la première fois. Mais après, on n'en parle plus. Enfin, en gros, une fois notre joker utilisé, il y aura plus jamais le mot. Le mot interdit. Voilà, le mot interdit, ça commence effectivement. maintenant. Voilà, très bien. Dans cette volonté toujours de l'édition française de bande dessinée américaine de proscrire le mot qui veut dire bande dessinée américaine. Voilà le mot qu'il ne faut plus prononcer. On va parler en fait d'un autre projet auquel tu es donc aux commandes avec aux côtés de Thierry Fraisse et de Sarah Champier avec qui tu travailles également, oui. Donc dans une autre maison d'édition pour laquelle on a plus l'habitude de te recevoir. Mais ce projet-là, tu vois, comme je joue bien le jeu. C'est ni oui ni non. Ouais, c'est ça. Mais donc ce projet-là, il s'appelle Astrolabe. Donc c'est une maison d'édition de bande dessinée tournée vers le genre, vers la bande dessinée de genre exclusivement, qui va se lancer le 7 mai prochain avec un premier album de création qui s'appelle Pourpre Sang, écrit et dessiné par Léo Chérel. Et il est colorisé par Léo Chérel aussi. Ouais. Et mis en couleur également par ce jeune homme qui nous vient de Nantes. Et c'est un projet aussi qui est tourné également vers l'international, puisqu'il y a des auteurs de comics qui seront présents au catalogue. Et donc, en amont de la venue de ces albums, j'avais envie de faire cette émission pour que tu puisses un peu nous présenter le projet, notamment parce que nous, on l'a dit avec Corentin, on en parlait avec Corentin dans un front page, que les velléités de création originale dans l'autre maison d'édition dont il ne faut pas prononcer le mot, voilà, ça fait longtemps qu'elles existent et je voulais savoir en fait, quelles sont les origines d'Astrolabe en tant que tel, puisque l'idée de faire des créas avec des auteurs, donc que ce soit français et internationaux, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans votre tête. Ouais, c'est qu'en fait, à force de côtoyer en fait les auteurs que l'on connaît, publiés par l'autre maison, il y a forcément des liens qui se créent et puis des envies qui vont au-delà de la simple adaptation de ce qui existe déjà. C'est qu'en fait, quand on rencontre Sean Murphy, Matteo Scalera, Ramvé ou James Tanyon, il y a un moment des envies en fait qui naissent, et c'est aussi de par les liens qu'on a. C'est qu'on n'a pas ces projets en fait et qui vont atterrir chez Astrolabe. On les a pas eu non plus avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, avec lesquelles on n'aurait pas en fait déjà bâti un relationnel assez fort, et qui dépasse vraiment ce stade en fait de presque contractuel de on a signé votre titre chez Image et donc on le publie, donc derrière on vous invite. Et quand on a dépassé ça, on rencontre vraiment les gens pour de vrai, et on parle beaucoup, on boit souvent, et de cela naissent en tout cas des projets, puis des envies un petit peu de travailler en direct avec ces personnes-là, parce qu'on a, nous en tant qu'éditeurs de bande dessinée américaine dans notre autre vie, on a une marge de création qui est relativement qui va se limiter à peut-être des concepts éditoriaux ou des maquettes ou des réinventions de couverture, mais on est rarement à l'initiative ou à l'origine en fait de ces projets-là. Et donc de pouvoir le faire maintenant en direct à travers Astrolabe qui ne pouvait pas être et là c'est la seule fois que je vais utiliser mon joker, qui ne pouvait pas être Urban Comics. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est ici dans un autre label éditorial, une autre maison éditoriale qui, entre guillemets, n'est viable que si son public, ou en tout cas ses ventes même, si on peut parler de manière un peu sale, s'étendent au-delà en fait de la sphère comics. C'est qu'en fait, si on est uniquement basé sur ce petit marché, qui reste quand même un marché niche, alors qu'on souhaite de toutes nos forces élargir au plus grand nombre possible, il y a comme une réalité économique qui fait que si jamais on avait fait un
création par exemple. C'est super pas du tout radiophonique, mais ouais, non, urban création quoi. Ouais, voilà. Bah en fait, on se serait retrouvé de facto dans un rayon comics quoi. Ça aurait été vraiment un vrai souci. Et puis il y a aussi cette excitation qu'on peut avoir à inventer un nouveau concept. Là, ça fait 15 ans que on fait de l'adaptation de BD américaine. Là, c'est comme si voilà, on se voyait en fait, on nous remettait en fait les clés d'un nouveau lieu et qu'on va pouvoir animer, décorer différemment, raconter une histoire différente. Enfin, c'est assez grisant, encore une fois, d'être un peu à l'origine d'une nouvelle aventure. Alors, on va retrouver des auteurs qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas du tout, à l'image de Léo, dont c'est non pas la première BD, mais la première création. Il a déjà travaillé, il avait fait une bande dessinée chez Petit à Petit, qui était l'adaptation de la vie de Jeanne d'Arc, donc qui était un de ses tout premiers projets, et qui était pour le coup une commande. Et moi, quand on s'est rencontrés, quand on avait en gros, entre guillemets, l'autorisation de faire de la créa et puis de lancer ce qui allait devenir Astrolabe, on commençait, voilà, à sillonner un petit peu le net, les portfolios qu'il peut y avoir. C'était quoi? C'était ArtStation, là, pour le coup, où Léo avait mis en démonstration, portfolio numérique, ouais, voilà, certains de ces projets, puis surtout des Cara Design qui étaient vraiment, ultra parlants. Ils y sont encore, hein. Je pense que c'est des choses que Léo a laissé en ligne. Et pour moi, c'était tellement habité que je me disais, il y a forcément une vie ou un univers derrière ces personnages-là, ces portraits. Et de fait, oui, il y avait déjà en fait même une proto BD, un proto pour Pressant, qui était encore tout jeunot et à retravailler, et c'est c'est sur cette base-là en fait qu'a travaillé, en tout cas que Léo a bossé pour créer vraiment cet univers là qu'il est en train de bâtir. Donc voilà, ça c'est en gros, oui, cette création là a toujours été latente. En même temps, on est dans l'édition, donc forcément on est entre guillemets pas là par hasard. On n'est pas nous-mêmes créateurs, on est encore une fois des passeurs, mais là on avait cette occasion d'être un petit peu plus à l'origine des projets qui nous passionnent, quoi, enfin, ou qui sont amenés à nous passionner pendant des années. Donc c'est une occasion qui est rare, et c'est une vraie opportunité qui a été voulu par Paul Scorseccia, donc qui était le directeur de cette première maison d'édition. Ça fait chiant. Bah ouais, mais c'est toi qui étais oui, non, c'est vrai, je me suis mis un fil à la patte, mais non, je m'y tiens. Et qui nous a dit, il y a un moment où ça viendra naturellement en fait, cette création. Et c'est vrai qu'avec Sean Murphy notamment, on en parle depuis un sacré moment, quoi. C'est un truc qui on attendait que les timings et puis c'est ça, que les planètes s'alignent. Et puis là, non, ça a été ça se fait finalement. Donc on a mis le temps, mais voilà, c'est quoi le timing qui a motivé le fait que Paul vous autorise, donne le feu vert pour ce projet? Pourquoi pas avant, et pourquoi en 2026? Pourquoi pas avant? C'est quoi? Oui, en fait, on arrive à un moment, ça va faire 15 ans là d'Urban Comics. Allez, bim. On n'a pas déterminé les gages, donc ça, je suis encore tranquille. Mais on est, honnêtement, je sais pas. Je pense que Paul nous a jamais, en tout cas, découragé de le faire. Ce qui s'est le plus approché de la création jusqu'ici, ça avait été la publication de Deux frères chez de Gabriel Ba et Fabio Moon, qui était l'adaptation d'un roman brésilien. Même si là ils sont arrivés à quasiment le projet était quasiment terminé, en fin d'adaptation. On a vraiment eu très très peu d'input éditorial, mais c'est là où on sortait un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, comme on était je crois qu'on avait fait une publication simultanée avec l'éditeur brésilien et Dark Horse aussi. Donc voilà, on sortait un petit peu vraiment de notre rôle simplement d'adaptateur de BD américaine. Et puis, on va dire que ce qui a peut-être précédé encore la création de quelques mois, enfin les annonces autour d'Astrolabe, ça a été le travail avec Sylvain Runberg et Mickey Montelot sur Wonder Woman Harley Quinn, La souffrance et le don, qui a été un projet qui a été initié à l'origine avec Yann Graff, qui s'est poursuivi avec moi, qui s'est aussi finalisé avec Arthur Landurien, qui a beaucoup bossé sur le dossier. Donc voilà, ça a été en gros quelque chose qui a mis du temps
aussi, parce que les timings sont pas les mêmes, hein, en termes de quand on crée une bande dessinée et puis à adapter un contenu déjà existant, c'est vraiment deux logiques, même deux parties du cerveau qui se rencontrent rarement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui précédait un petit peu déjà cette annonce qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, quoi. Je fais des phrases mais à rallonge, quoi. Ça va? C'est pas grave du tout. Ok. Non, t'inquiète pas. L'important, c'est que tu puisses expliquer ta démarche, parce que l'autre question que j'avais aussi, c'était est-ce que vous faites partie donc d'un grand groupe, enfin d'une grande maison qui s'appelle Dargo, et Dargo fait déjà de la BD de genre. Donc, comment est-ce qu'on se différencie par rapport à ça? Est-ce que c'est une forme de concurrence plus ou moins saine entre les deux maisons d'édition? Enfin, non, en tout cas, il y a pas du tout de volonté d'entrer en compétition avec Dargo. Et c'est vrai que là où on est du coup nous un éditeur spécialisé en genre, et ça c'était très important pour nous de mettre ça en avant, comme aussi d'être le fait de s'afficher vraiment avec cette étiquette là d'éditeur de genre nous permet en plus de creuser loin dans le genre, vraiment d'aller dans le sous-genre, d'aller dans des voilà, on fait pas juste de l'horreur, on va faire de l'horreur cosmique, on fait pas de la fantasy, on va faire de la fantasy maritime. Il y aura à chaque fois du coup presque un mélange de classes en fait de différents genres. Et là où on va se différencier, c'est que nous, étant uniquement spécialisés dans le genre, non pas qu'on s'interdit, mais en tout cas, ça n'est pas prévu qu'on aille publier de l'adaptation littéraire, du roman graphique, du documentaire. Ça, c'est des choses vraiment. En plus, Dargo le fait très très bien, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va pas aller. Donc là-dessus, on était plus dans une logique de complémentarité, non pas à dire que Dargo ne fait pas de genre, parce qu'ils en font, hein, mais ils sont pas connus pour ça. C'est un éditeur généraliste, comme plein d'autres éditeurs sont généralistes et font également un peu de genre, mais n'en font pas un peu leur cheval de bataille. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite un petit peu se différencier, comme d'autres éditeurs BD hein, qui vont vraiment être spécialisés en genre. Nous, on vient de la BD américaine, qui est, le genre, c'est vraiment ce qu'on bouffe, ce qu'on consomme à longueur de temps, quoi, depuis une existence de lecteur, quoi. Donc c'est des choses qui nous semblaient naturelles. Ça le semblait pas au moment en fait où on a lancé le projet, parce que je pense que c'est des réflexions qu'on a pu avoir quand on a un peu commencé à dégrossir les lignes édito de ce qui allait devenir Astrolabe, en disant voilà, on veut se spécialiser en genre. C'est vraiment, on s'est mis d'accord là-dessus. C'est un truc qui nous fait nous lever le matin. On disait oui, vous savez, en ce moment, ce qui marche surtout, c'est l'adaptation de La Route par Larsenet, quoi. C'est de l'adaptation littéraire. Mais quelque part, c'est du genre aussi. Ouais, mais alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que les gens le voient comme ça? Je pense qu'ils voient d'abord le classique en fait de Cormac McCarthy, et si tu leur dis oui mais c'est comme post-apo, vous pourriez aimer, je sais pas moi, Les Fils de l'Homme en matière de film, enfin, et je pense que ça sort un peu du spectre en fait. Je pense que c'est pas du tout une lecture en fait qui est appliquée par on va dire un public un peu plus large. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est clairement c'est du post-apo, hein, c'est juste ça. Mais il y a quand même du coup on a eu en tout cas ce feedback de les gars, vous êtes sûrs, parce que le genre c'est pas trop ce qui cartonne en soi, au contraire, faites du docu, oui mais en fait tout le monde le fait, donc quel intérêt? Donc c'est là-dessus nous qu'on s'est dit. C'est toujours la même chose avec l'édition. C'était pareil avec Urban, les cartonnés, la charte graphique. C'est que tout part d'une intuition, vraiment le gut feeling, quoi. Vraiment le truc qui tu dis, si moi j'aime ça, il y a peut-être des chances qu'il y ait au moins 2-3 autres personnes qui vont, que ça va intéresser. Et après, là, on est au moment où on fait cette proposition et on voit ce qui, entre guillemets, le marché, les lecteurs, les libraires s'en emparent ou pas de cette proposition. Et on verra si du coup cette maxime personnelle, en tout cas qui nous, est cet attachement qu'on a au genre, pour le genre en tout cas, est quelque chose d'un peu plus universel. Tu vois, c'est un petit peu on propose et on voit si du coup ça fait écho. On espère un petit peu, on a déjà des retours de libraires, parce que c'est autant le titre a été pour Prostor notamment a été est maintenant connu, on a communiqué dessus ça fait un mois ou peut-être un peu moins, 2 semaines maintenant, mais c'est des choses qui ont été travaillées bien en amont. C'est qu'en fait déjà à la toute fin d'année on commençait à en parler à des réseaux de libraires qui sont Canal BD, Momifolie, enfin donc on commençait déjà un petit peu à tâter le terrain et à proposer du coup le matériel qui était disponible. Et ensuite ça s'est pas cristallisé mais concrétisé avec des rencontres officielles, là pour le coup, de journées de libraires, on a pu en parler à 80 libraires notamment de Canal BD, et d'avoir du coup des retours un peu en direct.
alors les retours en tout cas sur la note d'intention de ce qu'on avait présenté en compagnie de Léo, justement, c'était une soirée une journée qu'on avait faite à Angers. On avait déjà pu en fait sentir quelque chose qui était c'est une espèce d'excitation de enfin des choses de la BD, ils en vendent, enfin c'est ce qu'ils font toute la journée, mais il y avait cette espèce de maintenant, ce qui se traduit par de l'excitation, mais il y avait une espèce d'attente que nous on n'avait pas vraiment identifiée, mais sur ce genre de titre-là, de titre d'aventure, de titre de fantasy, et pourtant on n'est pas les premiers à le faire, hein, c'est vraiment et surtout que c'est rigolo d'entendre parler d'un sentiment d'attente en fait pour de la bande dessinée quand on sait que quand même il y a 5000 nouveautés par an, si ce n'est plus, et j'ai de me dire mais en fait est-ce que au contraire moi je m'attendrais à ce que on vous dise attendez mais on en a déjà trop. Pourquoi vous voulez encore créer une maison d'édition en 2026 alors qu'on n'arrive déjà pas à suivre les productions de toutes les autres? Je pense que la réflexion en fait et c'est peut-être ce message qui a été très bien perçu, c'est que nous en tant que l'équipe d'Astrolabe a des goûts très éclectiques, et voire même on est très complémentaires là-dessus, parce que Thierry et Sarah vont vers des auteurs ou vers des genres vers lesquels moi j'irais pas naturellement, donc mais c'est des choses qui rentrent à chaque fois dans notre ligne édito, donc à savoir le genre. Et je pense qu'on a été très clair là-dessus sur cette déjà que la Astrolabe se nourrirait de nos personnalités, de nos envies, de nos goûts. Donc c'est pas juste François Hercouet édition, quoi. C'est vraiment du coup quelque chose qui va être le produit de de nos inclinaisons, de nos parcours de lecteurs et de lectrices. Enfin, c'est quelque chose qui sera assez riche à ce niveau-là. Et je pense, pour revenir sur pourquoi est-ce que du coup il y a ce sentiment on a l'impression de combler une attente qui était latente mais pas vraiment explicite, parce que encore une fois, on n'est pas les seuls à faire là pour le coup de la fantasy, mais je pense qu'il y a, si on est honnête, il y a une prime à la nouveauté. Enfin, s'il y a un nouvel éditeur, ah oui tiens, et puis il se trouve que on aime bien ce que vous avez fait avec la BD américaine, donc il y a un gage, il y a un vote de confiance en fait qui est déjà acquis. Et après, quand ce vote de confiance là rencontre en gros quelque chose qui visuellement, je suis pas très objectif, mais qui visuellement défonce, et comme pour Pressant, enfin pour ceux et celles qui ont pu voir quelques extraits déjà, j'espère que vous rejoindrez notre avis, mais il y a du coup une qualité, mais encore une fois, des albums de qualité, il y en a plein. Je pense qu'il y a ce positionnement de dire, nous, ce qu'on va faire, c'est du genre. Et en tant que nous, consommateurs de genre, en bande dessinée, moi, il y a par exemple la BD d'aventure, j'aimerais bien en retrouver, en fait. Vraiment des choses qui m'emmènent loin. Je pense à, moi, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier de la BD, on va dire adulte, une fois que t'as passé un petit peu tes œuvres de jeunesse de Tintin, Astérix et Gaston. Alors, La Quête, non, j'ai découvert bien d'après. Moi, mes premières BD, en tout cas celle dont je me souviens en tant qu'ado, et je me suis même dit putain, la BD en fait c'est compliqué à lire, parce que je pense que tout ce que j'ai pu connaître avant en BD j'ai beaucoup regardé, et ce que j'ai beaucoup lu je suis plus certain, mais ça a été notamment L'Homme de Java de Pierre-Yves Gabrion, qui était publié chez Vent d'Ouest il y a longtemps, mais je me souviens que ça a été ma première BD achetée consciemment à Quai des Bulles, dont j'ai pu avoir l'illustration, enfin la dédicace, et encore c'était le tome 3 parce qu'il y avait plus le 1 et le 2, donc autant dire que voilà, mais c'est quelque chose qui m'a je pense que ça a vraiment créé chez moi cette envie, où après ça a été la découverte de Corto Maltese, ça a été au même moment j'avais lu Xoko de Ledroit et Mosdy, c'était pareil, je crois que c'était encore du Vent d'Ouest, qui m'a mis une claque énorme. Enfin c'est mon premier contact avec la mythologie Lovecraftienne et la culture aztèque, et j'en ai pris plein la tête, et c'est vraiment ce que j'ai ensuite pu retrouver chez des éditeurs comme Delcourt, à travers des collections Terre de légende, Néopolis, Ancrage, Conquistador, qui là pour le coup t'avais vraiment une collection dédiée à chaque genre. Bizarrement, c'est quelque chose qu'on va retrouver également chez Astrolabe, avec vraiment presque cette délimitation, mais au moins voilà, on sait un petit peu où on est déjà dès la couverture. On parlera peut-être un peu de la charte graphique après. Mais en tout cas, il y a vraiment cette logique comment dire, d'être dédié à ce point au genre.
moi je l'aperçois moins aujourd'hui, même chez Delcourt. Delcourt, encore une fois, qui est devenu en fait, qui a commencé pour moi comme un éditeur de genre et est devenu un éditeur généraliste, mais on va dire c'est par la force des choses. C'est normal qu'au bout d'un moment tu intègres d'autres éditeurs. T'as à vocation en fait, je pense à terme, de devenir un éditeur plus généraliste. Après, ça dépend de la taille de ta boîte et de tes ambitions. Nous, en tant que jeune éditeur, en tout cas de création BD, nous c'est vraiment le genre qu'on veut développer le plus. Et je pense qu'encore une fois, c'est un truc qu'on a identifié comme relativement absent, en tout cas en tant que tel, vraiment éditeur de genre dans la production actuelle. En tout cas, nous on n'a pas suffisamment identifié pour se dire en gros le créneau est bouché et on n'y va pas. Donc voilà, il y a. Parce que tu parlais de Delcourt, mais je te dirais que juste à côté il y a Soleil qui continue à faire beaucoup de fantasy, de fantastique. Oui, c'est vrai, ouais. T'as Oxymore qui en fait pas mal aussi. T'as au label 119 après. Mais je dis pas que plus personne ne fait de genre. Hein. Non. Mais j'ai pas dit que c'était ce que tu disais, mais il y a quand même une production. Oui, tout à fait, ouais. Perso, je la suis parce que c'est aussi la bande dessinée que moi j'aime. Et là, en fait, où du coup on vient rajouter un petit peu d'ADN de notre autre maison, c'est justement les liens qu'on a avec ces auteurs internationaux avec lesquels on bosse depuis longtemps. C'est la volonté d'être un petit peu leur tête de pont vers le marché européen. C'est un truc où on est là pour le coup très complémentaire avec Dargo, puisque Dargo n'a pas accès à ces auteurs-là. Et je pense que tout le monde se fait un plaisir d'accueillir Sean Murphy ou Matteo Scalera du coup on va dire dans la grande maison qui est le groupe Dargo. Mais à l'inverse, Dargo aurait pu avoir accès à un auteur français comme Léo Cherel. Oui, dans l'absolu. Oui, de fait, ça s'est pas passé comme ça parce que du coup, ce contact-là n'a pas été établi par quelqu'un de chez Dargo. Non. Voilà, donc ça vole les auteurs comme ça entre maisons d'édition. Je sens les orages de la guerre venir. Tu cherches la graine de discorde. Exactement, je serai le summer de la zizanie. Mais par contre, pour revenir sur le côté plus international, c'est marrant aussi puisque en fait c'est pas pareil, vous n'avez pas inventé les collaborations avec des auteurs étrangers parce que techniquement même la BD faite déjà pour le marché français en fait accueille beaucoup d'auteurs internationaux. Plus européen peut-être, là c'est vrai qu'il y a une spécificité plus américaine, mais c'est marrant de voir cette maison d'édition se mener, ces projets arriver, alors que chez Dupuis on a eu Saison de sang il y a quelques années qui était fait en collaboration, et puis on a de toute façon Jalabert qui travaille normalement avec Joe Quesada pour Amazing Comics. À côté, cette année il y a Morgan qui s'est lancé, où on sait aussi qu'il y a un projet comme Decidium qui se fait en collaboration avec donc des auteurs britanniques et américains. Donc je sais pas si c'est et après quand je vois Jalab, toi et Sullivan de l'autre côté, vous êtes aussi d'une même génération avec des parcours des parcours assez éditeurs de BD américaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc même BD même comics on le dit plus, c'est ça, on dit BD américaine. c'est à ce point quoi. Non, effectivement, vous êtes tous les trois passés par les comics, et donc tous les trois avez aussi les carnets maintenant les carnets d'adresses que vous avez. C'est vrai que c'est pas on sent peut-être aussi cette envie effectivement de ramener tous ces auteurs et artistes issus d'une autre culture de la bande dessinée, venir faire des créations pour la France. Et on le sent même de la part de ces auteurs-là, c'est que pour eux le marché français. Eux ils veulent des albums cartonnés direct quoi. Déjà, t'as la fascination pour l'objet, t'as tout ce que la BD européenne véhicule aussi de fantasmes. Hein. C'est pour eux c'est Mobius, c'est Claire Wendling, c'est tous ces grands noms en fait de la BD. Et c'est vrai que s'inscrire dans ce même champ visuel, ou culturel, c'est des choses qui les séduisent assez, ouais. Non, c'est même si tu vois certains objets vont pas ressembler forcément à de la BD franco-belge pur jus, c'est que notamment tu vois si on doit parler du dernier pilote, donc le récit le récit complet de Sean Murphy, là qui pour le coup pour mettre on va dire le plus en valeur l'objet voiture, parce que ce sera quand même le cœur de la. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez le vendre avec une voiture. On va le vendre dans une voiture. Uniquement. C'est une grosse édition collector. C'est un beau papier cadeau. On s'est dit, voilà. Ah oui, clairement. Un moteur, des vitres. Et une BD. Voilà, direction assistée, tout ça, ça peut être sympa. C'est du coup ce format à l'horizontale, donc format paysage. C'est vrai que ça, du coup, ça épouse complètement la forme même de la bagnole. Avec ça va quand même un petit peu au-delà de ça. C'est que le gimmick va pas s'arrêter juste là. Mais du coup, là pour le coup, on est vraiment sur un objet qui s'adapte
s'adapte vraiment au contenu. Et on va pas le faire à chaque fois. On aura aussi la BD traditionnelle. Enfin, si on voit pour Proscent, dont la fabrication est exceptionnelle, mais on va dire que ça reste une BD franco-belge qu'on peut en trouver chez d'autres éditeurs. Donc là-dessus, on peut faire aussi du classique, mais on va se permettre, en tout cas, contrairement à ce qu'on peut faire dans l'autre maison, quelque chose peut-être moins charté que ça ne l'a été. C'est presque, quand on voit nos grands formats urbains, c'est déjà des choses qui, certes, ils ont un air de famille, tous ces grands formats, mais voilà, les dos étaient de couleur, la charte avait un petit peu évolué aussi. Je pense que sur la créa d'Astrolabe, on va être encore un petit peu plus libre, même si on a quand même une charte qui est en place, qui vous verrez au fur et à mesure des albums publiés, mais il y a toujours ces éléments un peu récurrents qui vous font dire ah oui, ça c'est Astrolabe et c'est pas Delcourt ou Glénat, quoi. Et alors justement, parce qu'il y a quand même des gens, je pense, qui vont faire qui vont avoir un peu des formes de confusion. Si on parle, parce que si on parle des 2 projets qui arrivent cette année, qui ont été annoncés, donc à savoir donc le dernier pilote de Sean Murphy et le 4e père ou The Fourth Father de Matteo Scalera. Quelle est la différence concrètement entre la publication qui va avoir lieu vraiment chez Astrolabe de ces projets, alors qu'on sait qu'ils vont aussi avoir droit à une sortie outre-Atlantique aux États-Unis, par rapport au fait que ça aurait pu sortir en label Urban Indies ou en grand format. Ouais. Est-ce que concrètement, il y a une réelle différence? Il y a une différence d'implication éditoriale. C'est que là, en plus d'avoir été, alors par exemple pour le 4e père, on n'a pas été à l'origine du projet puisque ça n'a pas été une commande, mais c'est Matteo nous parlait régulièrement quand on était en contact de ce projet, sur lequel il travaille depuis longtemps, qu'il aimerait bien que ce soit publié chez Urban, que à la base ça n'était prévu qu'en noir et blanc, et on dit écoute, nous on te finance la couleur. Enfin, pour nous ça nous intéresse pour le lancement d'Astrolabe de pouvoir participer aussi à cette aventure là avec toi. On lui fait des retours. Enfin bref, c'est des choses qui sont qui là pour le coup nous mettent à un autre niveau de simple adaptateur. C'est on rentre vraiment dans le processus éditorial. Pour Sean, en fait, c'est une bande dessinée qui lui est, en tout cas, c'est un récit pour le dernier pilote qui lui est venu quand en fait on l'avait. Vous l'avez emmené sur le circuit du Mans, non? Il me semble. Complètement. Il avait posté des photos. C'est ça. Et c'était fou. Enfin là, je pense que même on pourra diffuser certaines photos, voire même vidéos de ce qui est un peu à l'origine de ce projet-là. C'est que donc c'était avec Samuel de Bulle, de la librairie Bulle au Mans, qui connaît très bien en fait les gens du circuit des 24 heures du Mans, et c'était le moment du centenaire, il me semble, du coup des 24 heures, où on avait pu emmener du coup Sean faire un tour, parce que pour lui en gros monter dans les tours de contrôle avec tous les écrans et toute les coulisses de ce qu'est les 24 heures, pour lui c'était vraiment un rêve éveillé, quoi. C'était ce qu'il nous a dit, c'est que quand on a fini en fait ce tour qu'on a pu faire, cette expérience là, il dit là j'ai coché une des 10 choses que je voulais faire dans ma vie, quoi. Ça faisait vraiment partie de ces achievements, de sa bucket list. Exactement. Et en fait c'était génial de le voir déjà. Alors c'était le directeur du musée qui nous a fait faire le tour. Même moi qui suis honnêtement la bagnole, ça me passionne pas. Là forcément quand tu rentres, quand on t'explique, en plus quand on explique bien les choses, ça finit par te passionner. Et ce qui était intéressant, c'est que après qu'on ait vu un petit peu le côté je sais pas, technique de la retransmission d'une course, bien on est descendu sur la piste. Et il y a eu une voiture de service en fait qui s'est garée sur le côté. Les voitures de service sur la piste des 24 heures, c'est des Porsche GT. Donc et on voit 2 gars en bleu qui en bleu de travail qui descendent et en fait qui remettent les clés à Sean. Et Sean il est sur le cul et on lui dit si tu veux tu peux maintenant rouler sur le circuit des 24 heures, quoi. Et donc il a pu alors nous on était derrière avec Lise Otto qui était la personne avec qui on travaillait pour les tournées et pour l'événementiel. Et on était avec le directeur, Sean au volant, nous on était derrière, puis on a été vraiment propulsés dans la Porsche, et on va faire des tours, on a fait 3, 4, 5 tours des 24 heures. Et il y a vraiment eu un espèce de tu voyais Sean, il était j'ai des vidéos de tout ça, c'est vraiment fou. Et même moi encore une fois qui suis pas touché ou sensible à la bagnole, là tu sens que il y a un truc un peu exceptionnel, et c'est même quelque chose qui a été renforcé par la suite quand
à la fin du tour, à la fin de la visite, en fait, on nous a emmenés dans un hangar. Faut savoir que à ce moment-là, le musée avait été complètement vidé de ses bagnoles parce que fallait les bouger, fallait en gros les nettoyer. Bref, il y a tout un espèce d'inventaire qui avait été fait et on nous a emmenés dans ce hangar qui était qui avait rien d'exceptionnel à part sa taille. Et en fait, le directeur entre et il commence à débâcher ce qui était visiblement des bagnoles, ce qui était en fait toutes les bagnoles du musée des 24 heures. Et autant dire que t'avais vraiment ce sentiment de tomber sur le hangar où tu vas trouver l'Arche d'Alliance, tu vas trouver en gros tous les artefacts que tu as pu croiser dans les films Indiana Jones. Et là, en fait, c'est la même chose, mais relatif à l'histoire des 24 heures. Et t'avais tous les modèles qui avaient gagné, en fait, remporté les 24 heures, mais des bagnoles je sais pas si tu vois, où le volant, c'était un volant central, mais horizontal, que tu tournais avec une manette. Enfin, c'était vraiment les bagnoles ancestrales jusqu'au plus récentes, en passant par les modèles que Franquin avait lui-même redessinés ou dont il s'était inspiré, notamment la voiture avec un moteur d'hélicoptère, donc avec une turbine, je sais plus comment il s'appelle, la torpedo, je sais pas quoi. Donc ce modèle-là existe. T'as d'autres modèles qui ressemblent à des squales, vraiment à des requins. Et du coup le directeur disait à Sean, mais vas-y, monte, mets-toi au volant. Enfin, du coup on était tous à débâcher les bagnoles et à monter dedans. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et de cette expérience-là l'a vraiment marqué. Il était déjà attaché au sport automobile et au sport mécanique, et c'est vrai que avec cette réflexion de la perte de liberté, en fait, en gros, c'est tout le propos un petit peu du dernier pilote, c'est ce que tu laisses en fait de ta liberté versus la sécurité que ça te procure. C'est un thème qui est un trope qui est assez courant dans l'anticipation, et là il a lié ça du coup avec lui un intérêt qui lui est cher, c'est la bagnole et la manière dont notamment les États-Unis se sont entre guillemets civilisés grâce à la bagnole, dont ils ont presque terraformé en fait leur continent à travers la bagnole. Les bandes d'asphalte sont vraiment, même les villes sont construites autour de la voiture. C'est pour eux un sentiment de liberté. C'est aussi important que leur foutu droit de détenir un flingue, quoi. S'il y a vraiment la bagnole, c'est une culture à part entière et c'est vraiment constitutif de ce qu'est un Américain aujourd'hui. Et si tu enlèves ça, si en gros on te dit maintenant tes moyens de transport, ils vont être régis par the grid, en fait, c'est cette intelligence artificielle qui va tout régir jusqu'à tes déplacements. Évidemment, tu n'auras plus de voiture personnalisée. Tu vas avoir, je sais pas moi, juste ça va être limite un cube qui va t'emmener d'un point A à un point B. Ou pire, des transports en commun. Oh là là, mon Dieu. Le cauchemar de tout Américain qui vit pas dans une grande ville. Et là, t'as vraiment cet individualisme porté au maximum. C'est la bagnole, quoi. C'est vraiment, mon style de bagnole avec mes modifs et qui va pouvoir m'emmener là où je veux, en fait, là où personne même m'attend ou bref. Et donc, il y a vraiment cette volonté de se battre, en fait, pour cette dernière liberté, en tout cas. Et ça, c'est, voilà, la valeur hautement symbolique de la bagnole en ce monde-là, quoi. Donc voilà, c'est cette histoire-là. Ouais, on en parlait. En fait, il nous disait que cette expérience au Mans était constitutive un petit peu de ce projet. Donc c'est aussi, voilà, je pense que je crois que vous en aviez parlé du dernier pilote sur Comics Blog. On pouvait pas annoncer à ce moment-là qu'on allait faire parce que sur First Print même, parce que c'est sur First Print que la première fois Sean Murphy a dévoilé l'existence de ce projet, en fait. Et mais c'est vrai que après, quand il l'avait annoncé, tout le monde se doutait que ce serait publié en France par vous. Mais c'est vrai que la surprise en tant que telle est venue du fait que ce ne soit pas voilà, et que ce soit chez Astrolabe et pas dans l'autre maison d'édition. Là, pour nous, c'était important aussi de l'intégrer parce que Sean fait partie des auteurs avec lesquels on a grandi. Je dirais même qu'on a grandi un peu en parallèle. Et puis il y a un historique avec vous où on sait que Urban a un peu construit quand même la popularité de Sean Murphy en France. Il l'aurait peut-être eu n'importe comment parce que c'est un artiste qui a quand même un talent certain, mais de mémoire, avec Punk Rock Jesus dès le départ, avec The Wake aussi derrière, enfin il y a quand même, et c'était quoi le Off-Road Off-Road, où t'as eu aussi le Off-Road, bien sûr, mais je pense à Tokyo Ghost aussi, de Riemann. Enfin voilà, il y a eu tout un tas d'albums qui sont sortis, puis forcément les White Knight qui ont explosé encore tout ça après, qui ont fait que Sean Murphy s'est vraiment construit son nom en France avec les publications. On l'a certainement accompagné, mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai, c'est que je pense que si ça avait pas été nous, ça aurait pu être n'importe quel éditeur avec un minimum de sens, quoi, commun.
C'était une évidence. Mais oui, en fait, il y a vraiment cette et du coup, on est super content, de pouvoir l'inscrire en fait dans cette nouvelle aventure. Ce qui est un petit peu, tu vois, Astrolabe, c'est un peu la espèce de deuxième mue ou de deuxième forme un petit peu de ce qu'on fait avec l'autre maison d'édition. Mais la question vraiment, c'était est-ce qu'il y a eu un input éditorial, que ce soit de ta part ou de Thierry ou Sarah, dans l'histoire et de Mathéo et ou de Sean, ou est-ce que ça reste quand même des projets qui vous ont un peu livré clé en main? Et surtout, est-ce qu'à l'avenir, par contre, ça veut dire par contre que les autres projets qui arriveront avec des créateurs américains ou britanniques, là, ce sera, on va dire, des vraies créations. Est-ce que le dernier pilote et le quatrième père sont des vraies créations en tant que telles, ou est-ce qu'on est dans une sorte un petit peu d'entre-deux? Pour ces deux titres-là, en fait, ils sont arrivés, en fait, quand on a pu contractualiser et inscrire du coup les projets dans Astrolabe, ils existaient déjà, en fait. Les 3 premiers numéros, notamment du dernier pilote, étaient déjà dessinés. On a, pour le coup, nous financé là aussi la couleur. Donc c'est Simon Go qui est le coloriste de Zorro. Qui du coup qu'on a commissionné pour faire les couleurs sur ce titre-là. Et donc voilà, on est ici plus dans une logique peut-être presque de production ou de producteur un petit peu de ces titres-là, ces projets qui existaient déjà dans la tête des auteurs. C'est pas nous qui sommes allés voir Sean en disant voilà, on aimerait bien que tu nous fasses une BD sur la bagnole par exemple. Donc non, ça ce sont des projets qui effectivement étaient plus comme ça arrive dans l'édition aussi, hein, c'est qu'il y a dans l'édition de BD européenne, c'est qu'il y a aussi des projets où des auteurs arrivent en disant voilà, j'ai ce projet-là, voilà mon dossier, voilà même parfois le projet complet, ça peut arriver aussi, et vous êtes preneur ou pas en fait. Donc on est aussi dans cette configuration là. Je pense à d'autres projets qui vont avoir lieu avec d'autres auteurs aussi. Je garde un petit peu de suspense parce que on est plutôt sur du 2027-2028. Oui, donc c'est même pas forcément la peine d'en parler non plus, puisque la différence fondamentale entre l'adaptation de droit et la création, c'est le temps que ça peut prendre. Tout à fait. Et donc tu prendrais des risques et les chemins que ça prend. Voilà, tu prendrais des risques à nous annoncer des projets aujourd'hui même pour 2027 et qui arriveraient peut-être 2 ans plus tard. Donc, mais certains projets, ça arrivera forcément 2 ans plus tard, mais certains projets naissent aussi de discussions en disant voilà, moi mon envie, par exemple, je peux rencontrer un auteur et lui dire moi je trouve qu'en ce moment ça manque de BD d'aventure par exemple. Là on peut réfléchir ensemble à un scénariste qui nous dit tiens justement dans les multiples pistes ou des amorces que j'ai pu avoir, j'ai peut-être ça qui peut t'intéresser. Ah oui, d'accord, super, écoute, je vais voir à quel dessinateur tu penserais, si tu viens pas déjà avec un dessinateur, moi je peux du coup aller prospecter un petit peu autour. Donc voilà, là on sera dans différentes configurations un petit peu de projets. Parfois j'ai moi je sais qu'il y a des univers que j'aimerais voir développer parce que je suis très intéressé par l'interaction qu'un auteur peut avoir avec certains thèmes. Donc c'est pas entre guillemets de la commande puisque ça se fait pas non plus. Il faut qu'il y ait une certaine sensibilité et qu'on ait nous cette intelligence un petit peu non pas émotionnelle mais au moins créative, même si on n'est pas des auteurs nous-mêmes, de nous dire que si je propose ce thème-là à ce profil de créateur, ça peut peut-être donner quelque chose d'assez original en fait. Donc voilà, on est ici dans cette recette, c'est cette non-recette de la création. Hein. C'est que voilà, je pense on pourra littéralement recevoir des projets qui existent déjà. Donc voilà, il y a plus qu'à signer si ça vous plaît, et d'autres où il y aura tout à faire, ou même parfois ça peut être aussi de la commande, ça peut être aussi des choses comme ça. Donc on verra un peu ce que l'avenir va nous réserver. En tout cas, nous on sait que là où on va, ce sera du genre. En fait, c'est là c'est la raison pour laquelle on a un peu réfléchi à ces collections sur lesquelles on va vraiment aller. Il veut parler des collections. Hein, j'ai mis du temps avant de. Non, c'est la troisième fois que tu places la charte graphique, les collections. On va y arriver, mais tu pilotes ta barque, mais c'est moi qui maîtrise les flots, hein, donc c'est moi qui t'y emmènerai. Parce que je voulais juste te demander une dernière question, juste par rapport à ces albums où vous êtes producteur en tant que tel. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi vous qui gérez les droits pour l'étranger, ou ça c'est du cas par cas? C'est au cas par cas. Ouais. Vraiment, c'est des choses on va dire que
Sean et Matteo avaient pas vraiment besoin de nous pour vendre leur. C'est pour ça que même Matteo a fait un Kickstarter. Voilà, c'est ça. C'est aussi Phaser. des choses qui avaient été contractuellement ok. Enfin, on s'était dit dès le départ où Matteo nous a dit moi voilà j'ai un vrai intérêt financier aussi à lancer et ça nous allait dans la mesure aussi les Kickstarter quand ils sont bien menés c'est aussi une énorme campagne marketing et là pour le coup c'est quelque chose qui bénéficie à l'œuvre et qui de toute façon bénéficiera aussi à l'édition française d'une manière ou d'une autre. Donc c'est des choses qui sont qui seront discutées au cas par cas. Et donc pour arriver vers les collections quand même il y a un point d'abord j'ai l'impression que tu voulais en parler. Effectivement il y a 9 collections dedans plus le hors collection il me semble, mais avant ça c'est Astrolabe le nom déjà, donc qui renvoie à la navigation et en même temps c'est comme ça que vous présentez le projet avec vraiment l'imagerie de l'aventure maritime où Astrolabe en fait c'est le vaisseau qui explore les genres et donc chaque collection est liée à un genre en particulier, mais déjà juste le nom vous l'avez trouvé alors facilement en disant c'est un instrument de navigation. En fait on voulait. Est-ce qu'on l'appelle gouvernail? Non, c'est pas où gouvernail. Qu'est-ce qui marche? Je pense que pour chaque maison d'édition il y a une histoire autour du nom. Je pense qu'il y a certains noms qui naissent de manière très très naturelle et très spontanée, et il y en a d'autres qui demandent mais un travail de malade. Et Astrolabe, on est passé par plein d'étapes avant d'aboutir du coup à ce nom-là, puis même au concept qui l'entoure. Ce qu'on était sûr de vouloir faire, c'était vraiment cette pouvoir lier en fait notre catalogue et nos bouquins à un sentiment d'évasion. Donc vraiment l'évasion, l'aventure, l'exotisme, c'est quelque chose qui, quel que soit le genre, devait un petit peu de driver chacun des bouquins. Et on s'est vraiment creusé. Je crois que même Astrolabe, on y avait pensé. Ça faisait partie de certaines propositions et puis écarté, et puis on a été chercher dans d'autres champs lexicaux, et puis finalement on est revenu. Enfin ça a été. Et puis il y a aussi cette complexité pour choisir les noms. Il y a ce que tu aimes et voilà ce que tu sais. Bon, à un moment tu te dis moi ça va être on va s'appeler je sais pas, on va. Ça aurait pu être Évasion. Oui, voilà, Évasion. Bon, je trouve pas ça, c'est un Édition Évasion. Voilà, soit. Et voilà, imagine Édition Évasion, c'est le nom de ta prochaine maison d'édition, et évidemment, tu vas aller ensuite voir le registre du commerce et des marques, et qui va te dire non, en fait, c'est pris. Donc tu dois en fait tous les plans que tu as pu projeter, tout se casse la gueule parce qu'il faut aller trouver un nom qui soit libre de droit. Et c'est pas évident du tout parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites avant toi. Et même il y a même une petite histoire autour d'Astrolabe, c'est qu'en fait Astrolabe, c'est le nom d'une librairie associative rennaise. Et il se trouve que tu connais peut-être vu que tu es de sang breton. Voilà, Rennes je connais un petit peu parce que j'ai fait toutes mes études, et en plus donc je me suis dit c'est bon, ça peut être un problème parce que il faudrait pas qu'il y ait une confusion entre les deux marques, sachant qu'en plus la librairie L'Astrolabe a également une activité d'édition comme Snorgleux ouais, c'est ça. Sauf que eux leur marque en fait, leur maison d'édition, c'est pas l'Astrolabe. Là ça aurait été un peu compliqué, mais c'est Argyle, ARGY2L, qui font de la littérature de genre, et avec une DA en plus qui est magnifique. Enfin, je trouve que c'est une super maison d'édition, et donc je me suis dit allons les voir, allons discuter un petit peu pour voir si ça pose problème, s'il y a moyen en fait qu'il y ait une coexistence pacifique un petit peu des deux marques. On en a beaucoup discuté et ça a pu se faire au final, et on a cet accord entre nos deux maisons en gros un pacte de non-agression, qu'on va pas aller faire n'importe quoi, et enfin bref, il y a pas de problème. Mais c'est pour te dire que parfois même quand tu trouves le nom, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des choses qui font que tu vas devoir changer de braquet un petit peu et réinventer complètement. Donc là, on a pu on va dire se statuer, en tout cas travailler tout simplement sur ce mot d'Astrolabe, et puis à partir de là on a tiré sur un film qui était déjà dans les réflexions qu'on avait vraiment sur la thématique du voyage, de l'évasion. On a rajouté celle de la cartographie du territoire, de la topographie, et du coup
je peux dire, là, je peux parler des collections ou pas? Oui, c'est ce qui vous a mené à vos collections. Donc, il y en a bien 9 en tout. 8 collections identifiées, plus un hors collection en tant que tel, qui reprennent des noms d'endroits mythiques à chaque fois. C'est ça, voire même parfois bibliques. Voire, oui. Après, la Bible, pour moi, c'est une mythologie. Enfin, ça fait complètement. Partie, c'est une mythologie religieuse comme une autre. Donc, puisque les noms, ce sont Charybde, Elysium, Métropolis, Olympe, Avalon, Armadillo, Carcosa et Gomorrha, qui sont donc chacune liées à un genre en particulier et qui posséderont en plus chacune un peu leur sigle sur vos albums. Est-ce que ça fait pas beaucoup quand même? Est-ce que t'as pas peur que ça fasse trop d'informations et qu'on s'y perde? Non, j'ai pas peur de ça dans la mesure où les gens, déjà, s'ils retiennent Astrolabe, super. Ce sera déjà important. Voilà, le grand public ou du moins les gens qui lisent de manière un peu occasionnelle la BD, s'ils retiennent le nom de l'éditeur, c'est le bout du monde. Donc que les gens retiennent ou pas, que ce soit dans telle ou telle collection, ça à la limite peut nous chaud. Ce qui est important par contre pour nous, c'est d'être clair en fait dans ce qu'on fait. C'est de la même manière que chez l'autre éditeur qu'on ne peut pas citer. Il y a également cette structure en fait par collection qui permet vraiment, c'est à chaque fois pour moi cette vision de poser des rails sur lesquels du coup on va dérouler les bouquins, et comme ça c'est clair en fait. On a et ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'on n'est pas limité à ça. Tu parles de 9 collections, il y a minimum un bouquin dans chaque collection, mais je veux aussi pouvoir je veux qu'on ait des projets qui vont créer leur propre collection. C'est qu'en fait on va peut-être être dans un genre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, de l'horreur culinaire, enfin j'ai une connerie, mais qu'on aille du coup trouver après un concept de collection qui pourrait être dans ce sous-genre de l'horreur, et de lui inventer cette petite région à lui tout seul sur une carte imaginaire constituée des différents lieux, des différentes collections d'Astrolabe. Donc, mais ça veut dire que contractuellement, vous interdisez pas de créer d'autres. Ah bien sûr, ouais. Ouais, typiquement, tu vois, c'est pour ça. Par exemple, si un moment, parce qu'il y a un truc là, effectivement, on peut dire horreur culinaire, mais par exemple, si vous voulez faire plutôt du thriller érotique, sachant que, je sais pas, Basic Instinct, ce genre de choses là, tu vois. Ouais. Vous voulez faire ce genre de BD là. Oui. Vous pouvez vous créer. Alors, j'essaie de trouver. Oui, c'est là où ça va demander un petit peu de réflexion. Le Palais des Délices, je sais pas comment ça s'appellera votre collection. Je suis sûr qu'il y a un équilibre. Babylone. Ouais, allez, Babylone. Voilà. Babylone, Sodome et Gomorrhe, c'est ça. Comme ça, on aura Gomorrhe et Sodome. Bah oui, t'as déjà Gomorrhe en plus, oui. Donc voilà. Bah oui, en fait, vous pouvez. C'est faisable en fait. Et avec moi, Mirka Andolfo au dessin. Voilà. Non, mais en fait, tu vois, ça vient tout seul. Et je trouve que du coup, moi, il y a un concept que j'avais beaucoup aimé. Alors, j'essaie de retrouver le nom du journaliste, graphiste et fan de ciné, qui avait fait un bouquin qui s'appelait Movieland, qui est chez Hachette Heroes, je crois, et qui est pour moi un concept. Enfin, c'est en gros, on voit souvent des infographies liées au ciné, aux jeux vidéo, des choses comme ça. C'est une manière en fait assez intelligente. David Honora, le monsieur. Oui, c'est ça, exactement, David Honora, qui donc est fan de cinéma et qui a fait cette espèce de gros bouquin accompagné en fait, il a créé une cartographie imaginaire du cinéma, enfin des films cultes, on va dire, mais qui recense, je crois, peut-être 2000 références, et il a créé en fait des régions. Il y a, je crois, je sais pas moi, genre la baie de l'angoisse, la forêt de la fantaisie, mais c'est de manière beaucoup plus intelligente que ça. Et il va te faire, en fait, il va te mettre je sais pas moi, par exemple, imaginons que t'as une région qui est dédiée en fait au film de mafieux, et bien tout autour tu vas avoir d'autres films qui vont être connexes, mais on va dire que où par exemple la mafia, ça n'est qu'une partie du film, donc ça s'éloigne un tout petit peu. Tu vas même avoir parfois des films de mafieux mais un peu fantastiques, donc tu vas être à proximité aussi d'autres films fantastiques. Bref, tu vas avoir vraiment un développement un petit peu organique de toute cette carte, et il a, en plus d'avoir constitué cette carte qui est enfin, c'est passionnant à regarder. Eh bien, il a fait également des parcours un peu initiatiques si vous voulez découvrir, enfin, si voilà, ce qui vous intéresse, c'est, je sais pas moi, le fantastique à la Stranger Things, bah voilà, vous pouvez partir de ce point-là et enchaîner, ensuite vous faire tel film. Ça vous fait en fait des parcours
topographique en fait quasiment. Bah moi c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire aussi avec ce qu'on est en train de construire avec Astrolabe, d'avoir à proximité, imaginons qu'on ait un je sais pas moi, une connerie mais un polar mythologique, bien du coup qu'on vienne mettre ce titre là entre du coup Gomorrah et Olympe par exemple. Donc c'est des choses comme ça qui sont que je trouve vraiment et du coup je demanderais comme l'autorisation pour l'inspiration à David. Mais voilà, je trouve que c'était une idée qui était vraiment brillante à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que tout ça, on s'est nourri vraiment de toute cette volonté d'un petit peu de cartographier les gens. Donc voilà, c'est des choses, c'est au-delà, on est au-delà de notre métier d'éditeur. Là, on est plus sur du concept éditorial. Mais c'est un truc sur lequel on s'éclate, quoi. C'est vraiment. Et puis derrière, il y a tout le travail qu'on a pu faire avec notre DA. Cyril donc Cyril Terrier de réfléchir alors du coup à ce logo Astrolabe qui est vraiment du coup Astrolabe dans sa typo, et on a le monogramme également avec le A, avec les deux segments en fait qui symbolisent un petit peu l'Astrolabe, et qui ce monogramme vient en fait résumer, ou quand on n'a pas la place de mettre le nom Astrolabe en entier, on met juste en fait cette empreinte là. Et en fait, si dans notre communication notamment, on pourra venir y accoler en fait le logo de la collection, et ça fera un petit peu, je sais pas si tu vois les maps monde, en fait, en tout cas la manière dont on représentait le monde, ou les terres connues et inconnues au moment des premières cartes, enfin des premières cartographies, où tu as un petit peu les deux globes qui sont affichés l'un et l'autre, puisqu'on voit oui. Et donc voilà, on est un petit peu aussi sur cette image un petit peu on reprend un petit peu les codes de l'ancienne cartographie, ce genre de choses. Donc voilà, encore une fois, là on est juste dans de l'appareil éditorial, c'est pas des choses qui vont c'est de l'habillage fondamentales. Exactement, c'est pas du tout fondamental, et si les gens captent rien, c'est pas grave. Mais par contre, tu vois, si à un moment, donc là, il se saisit de son premier bouquin, donc pour Pressant, tu vois, qu'en plus que le nom du coup Astrolabe n'apparaît pas sur la couverture, par contre, on aura en bas à droite c'est le monogramme. Il y aura toujours Charybde. Exactement, le picto en tout cas de la collection. Les gens vont pas capter en se disant ok, ça fait peut-être même limite partie de la couverture, mais par contre c'est vrai que sur le dos de garde arrière, on explique un peu le principe de qui arrive de ces je sais plus ce port dans lequel vont arriver machin tel et tel bouquin. Bref, l'idée c'était un petit peu d'habiller tout ça avec tu vois en termes de charte, on aura également sur le dos ces lignes un petit peu de longitude, longitude et latitude qui vont venir habiller graphiquement un petit peu chacun de nos bouquins. Donc on va avoir ça en fait de commun sur chacune des parutions en fait que l'on va publier, mais le reste, la C4 ou la C1 n'auront vraiment de charte que du coup ce picto là, le bloc technique ici avec le code barre, mais voilà, rien forcément de plus lourd entre guillemets que ça. D'accord, mais c'est vrai qu'en fait ça c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui habille votre construction d'univers en fait éditorial, mais oui, le tout venant a priori va pas, non. Parce qu'effectivement personne va s'amuser, à part vraiment ceux qui vont être très très fans de votre concept, personne va s'amuser à retenir la construction de chacun des pictogrammes de chacune des collections pour essayer de la reconnaître au premier coup d'œil. À un moment, on peut imaginer que pour les 5 ans, on publie peut-être une carte de ce territoire qu'on a un petit peu formalisé, et puis du coup faire les liens entre les différents bouquins. Enfin voilà, c'est plus vraiment c'est un peu un concept, c'est un peu un narratif aussi qu'on va c'est votre storytelling. Mais on se rend compte que ça aussi ça a vachement captivé et notre force commerciale, parce que déjà c'est un peu nos premiers entre guillemets nos premiers clients, c'est que si on n'arrive pas à exciter notre diffusion par exemple, on sent qu'il on va avoir un petit peu de comment est-ce qu'on appelle ça, de résistance. Oui, et puis même les représ ont tout intérêt à avoir un storytelling, à avoir pour après intéresser les libraires à vos ouvrages. Ouais, complètement. Et ça, on a vu que en tout cas, ce concept-là avait vachement pris. C'était un truc qui les, c'est ludique. C'est exactement. En fait. Exactement. C'est plutôt ludique. De juste dire, on sort des bouquins. Et, vous voyez Soleil, 20 ans après, c'est nous. Ouais, c'est ça. Il fallait quelque chose pour vous sortir pour marquer votre différence, et en soi vous avez trouvé donc tout cet imaginaire de la navigation et de la cartographie, à tel point que certains représ nous disent, mais alors est-ce que vous avez prévu des pins ou des badges de tout ce que vous développez là en fait?
Alors, j'y avais pas pensé, mais ça fait des bons pins pour avoir testé avec First Print, le pins doré comme ça avec les pictogrammes, ça peut marcher, oui, c'est sûr. Et cette fois, ça me rappelle moi le tout début d'Urban où pareil, enfin l'image, la charte pour le coup était assez forte et on nous a demandé mais très tôt en fait des t-shirts, des casquettes, enfin vraiment tout un merchandising qu'on a alors jamais vraiment développé, mais oui, c'est là où je me dis on marque au moins les esprits un petit peu et derrière après le juge de paix ça va être le libraire, hein. C'est lui qui va s'emparer ou pas de ce que tu proposes, qui va le défendre même quand on lui demande rien, donc voilà, on verra un peu on va dire que tout ce que je disais à Léo, donc à Léo Chérel, quand on faisait un petit peu cette promotion auprès de on dit en B2B, donc quand on parle aux professionnels, de business to business, ouais, donc voilà, pro à pro. En fait, je disais vraiment, là, tout ce qui devait bien se passe bien. Donc c'est vraiment déjà c'est super parce que déjà il y a pas de fausses notes et il y a pas de faux départ. Après, ça ne nous appartiendra plus. On sait pas. C'est des choses qu'on va pas forcément maîtriser. Si en gros on a rempli tout ce qu'on pouvait faire en termes créatifs, en termes éditorial ou en termes de communication et commercial. Là voilà, si c'est le bon moment que les libraires s'emparent du titre et que les lecteurs en redemandent, oui, là tout s'aligne. Jusqu'ici tout va bien. Puis on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Oui, parce que même les libraires de toute façon, enfin ils ont beau être réceptifs à votre concept, ils vont pas juste prendre vos albums parce qu'il y a un petit pictogramme avec des dorures sur la couverture et même s'il est très mignon. Oui, il est mignon, mais ce que je veux dire c'est que bien sûr. si après les auteurs, les équipes créatives que vous ramenez, ça suit pas, enfin que les bouquins les intéressent pas, ils iront pas les commander plus que ça. Mais c'est là où parce qu'il faut qu'ils les vendent après les bouquins. C'est ça le truc. Faut surtout pas qu'ils reviennent. Mais c'est là où tu vois ça a été une question. Hein, on peut reparler un petit peu notamment de Paul qui lui. Et c'est évident, Urban, voilà. Tu l'as dit. C'est deux gages. C'est une réussite. C'est vraiment quelque chose qui a marqué, on va dire, le petit milieu de la BD américaine, du comics. Et pour lui, il y avait une vraie fierté en fait à utiliser cette marque, en fait, la force de cette marque, l'adhésion qu'il peut y avoir autour d'Urban. Pour lui, c'était quelque chose vraiment à valoriser dans notre prochaine aventure éditoriale. Là où on est, nous, très conscients en fait de la place qu'on occupe sur le marché, puis on veut le croire dans le cœur des libraires et des lecteurs, on sait que cette place-là, elle est alors rien n'est acquis, mais on sait qu'on existe en tout cas, et que les avis sont plutôt sympas. Donc pourquoi ne pas capitaliser là-dessus, quoi. Donc j'ai expliqué tout à l'heure par rapport même à la simple donne financière ou du bassin de lecteurs en fait qu'on veut aller capter. Elle est, en tout cas, on a plus. L'ambition est d'aller chercher vraiment les lecteurs de BD au sens large du terme. Est-ce que vous avez pas défriché un peu ce lecteur au final avec les grands formats? En fait, c'est ça. Est-ce que en fait les grands formats c'est un cheval de Troie pour Astrolabe? Mais pour tout dire, c'est un cheval de Troie pour un navire, ce qui est très bizarre. C'est que les grands formats à la base étaient le format dans lequel la créa devait arriver. Sauf que la créa a mis beaucoup plus de temps à arriver, ce qui fait que on a du coup installé ce format qui était uniquement fait de bande dessinée américaine. Donc, si on met notre créa et qu'on appelle juste ça, dans ce grand format urbain, on y met notre création originale, elle va disparaître en fait. Il y aura plus vraiment cette originalité, ou du moins on ne pourra pas démarquer un Descender d'un Pourpre Sang parce que du coup tout aura été un peu fait dans le même moule, sans une communication propre et tout, et sans ce storytelling suffisamment différenciant pour dire ça n'est pas c'est Astrolabe. Donc ça a été vraiment un pari, parce que si ça se trouve on est dans le faux, on aurait dû capitaliser à fond sur Urban. Mais non, c'est pas le choix qui a été fait. On a vraiment voulu c'est aussi c'est un défi, c'est excitant parce que c'est nouveau, parce que faut tout refaire. C'est aussi un sacré pari, quoi, parce que on quitte clairement quelque chose de qu'on connaît par cœur pour se lancer, on va dire presque dans la cour des grands, quoi. On est maintenant un éditeur, en tout cas on veut se croire un éditeur de BD européenne, comme les autres en fait. Donc on va voir ce que ça donne, mais on a la naïveté d'être confiant. En tout cas, on est super excité. Enfin, vraiment,
on s'est pas assez vu ces derniers temps parce que on a été tous pris notamment par le lancement, par nos projets et tout ça respectifs. Mais c'est vrai qu'à chaque réunion, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est 15 projets qui pop, mais enfin, on ressort galvanisé, quoi. C'est vraiment, et quand même, enfin, je pense qu'on sera amené à en reparler parce il y a un autre projet dont tu veux peut-être parler après. Tout à fait, ouais. Ça sera à ce moment-là où je rendrai hommage à une autre personne. D'accord. Ouais, mais parce que en fait, c'est ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que les libraires avec qui, enfin, ça s'est bien passé quand vous avez prospecté pour Proscent, c'est des gens qui vous connaissent effectivement ils bien sont tous bretons. sur. Ouais, alors, ok. Alors. Ce qui me fait penser que j'ai pensé, je suis pas marketing chez vous, mais quand même, tu sais, à Quai des Bulles. Oui. Il y a un bateau là. Un bateau il doit y en avoir non, mais il y a un bateau à voile que tu peux visiter. Oui. T'as un vieux voilier. Oui, t'as un vaisseau corsaire, ouais. Ouais, il y a un corsaire. Faut faire le lancement. Enfin, du coup, il sera déjà sorti, mais faut faire un truc là, spécial c'est des choses qui sont là-bas, quoi, clairement. Ouais. Genre, vous venez tous déguisés en pirates, je sais pas, enfin voilà, il y a quelque chose, clairement, il y a quelque chose à faire. Mais non, plus sérieusement, c'est que ces libraires-là, ils vous connaissent effectivement sur ce que vous faites avec Urban, mais est-ce que vous avez aussi réussi à capter l'attention de libraires qui vous calculent pas et qui vont potentiellement ne même pas comprendre que Astrolabe, en fait, c'est fait par des éditeurs de comics. Et si c'est le cas, tant mieux, mais qui commandent le bouquin sans faire le lien avec Urban, oui, c'est même tant mieux parce que nous, après vous, c'est ce que vous souhaitez. Exactement. J'imagine, parce que vous ne voulez pas être rangé au mauvais rayon. Exactement. C'est aussi une question de segmentation, en fait, tout simplement. Donc c'est voilà, et on voudrait pas que comme ça peut être encore le cas pour certains grands formats urbains notamment, en gros qu'un libraire pensant nous faire plaisir va nous ranger à côté de Batman. Pour ces grands formats-là, c'est une erreur pour ces grands formats parce qu'on voit qu'ils vivent très bien en fait dans les rayons de BD plus généralistes. Effectivement, là pour le coup, ça aurait été un gros stop commercial, quoi. Donc, est-ce qu'on a réussi à convaincre des libraires qui sont quand même l'éditeur final au bout du compte de la viabilité? Je pense qu'ils vont juger sur pièce, hein. C'est pour ça aussi qu'on a remis entre les mains de nos commerciaux. En fait, ils sont partis avec le livre. Souvent, en fait, quand un représentant commercial va pour simplement faire la promo des titres de son éditeur à un libraire, il parle des titres, il a un catalogue en général ou sur son portable, voilà. Il présente les titres, il en parle, les couvertures, quelques extraits et tout, mais ça n'est que de l'écran, il y a rien de tangible. Là, on n'a même pas fait ce qu'on appelle un work in progress, c'est même pas c'était pas une épreuve. C'est pas une épreuve, c'est le bouquin qu'on a imprimé en avance, qui est vraiment, c'est la version définitive qu'on a remise aux représentants pour pouvoir aussi, ils avaient chacun un nombre d'exemplaires qu'ils pouvaient aussi donner aux libraires pour les convaincre et surtout mettre l'accent sur en gros l'implication et la motivation qu'on peut avoir à défendre ce titre-là. C'est qu'on fait pas ça pour tous nos bouquins. Ça arrive, hein, je dis pas qu'on est les seuls à faire, mais on avait pu faire ça pour toutes les morts de Leila Star notamment. On avait imprimé le livre en avance pour le donner aux libraires en disant ce titre-là, il est exceptionnel et c'est la raison pour laquelle vous allez tourner avec. En fait, vous allez vraiment pouvoir le montrer et le donner aux libraires. Et donc, les retours qu'on a eu suite à cette tournée qui a pu, tourner des représentants qui ont laissé les bouquins sur place et ensuite sont des services presse en fait aussi qu'on a pu envoyer tout autour de nous, et vraiment les retours qu'on a sont je veux pas croire qu'un libraire pour entre guillemets nous faire plaisir va nous écrire un truc super les gars alors qu'il espère pas en vendre. Enfin, je trouve que là-dessus on a vraiment eu on va dire encore une fois une étape supplémentaire de valider par du coup ces libraires qui sont un peu qui vont faire le ou pas le succès du titre. Donc là-dessus, il y avait pas de libraire comics, enfin, où il y a pas que des libraires comics et même tu vois quand on en parle avec Guillaume ou avec Kader, enfin notamment au niveau du Comic Shop Assemble, c'est un titre qu'on va pas forcément leur remettre, on va pas, ils peuvent le commander, hein, il y a pas de problème, mais c'est pas un titre qui est fait pour un comic book shop, enfin c'est pas
le titre est très bon, mais c'est pas pour ça qu'il doit se Non, retrouver. en tout cas, pour Prosan, non. Après, voilà. ce sera sûrement un petit peu différent. Oui, je pense qu'il y a avec, effectivement, avec Mathéo et le bouquin de Chun, il y a effectivement des liens qui, même, ils ont un intérêt commercial à être aussi en boutique de comics, mais c'est pas du tout c'est pas la finalité, quoi. Donc, on verra. En fait, on verra si on a réussi à transformer, si on a réussi à aller un peu au-delà, de notre cercle naturel, on va dire. Je le pressens. En tout cas, il y a un autre signal un peu plus fort. Celui-là, c'est la mise en place. La mise en place, en fait, c'est quand justement le représentant a fait sa tournée, il fait remonter le nombre de commandes, et à partir de ce nombre de commandes reçues, on va ajuster la mise en place. La mise en place, elle répond à un objectif, c'est-à-dire qu'en fait le repré qui part en prospection je sais pas moi, il doit placer 5000 bouquins. Et bien s'il fait plus, c'est super, parce que ça veut dire qu'il y a ça a plus de succès, ou ça a plus parlé aux libraires que prévu. Et derrière ça nous permet d'ajuster un petit peu le tirage. Donc quand on a les informations suffisamment en amont. C'est ce qui s'est passé pour Prosan. On est parti avec un objectif qui a été largement dépassé, qui nous a obligé du coup à augmenter le tirage, et parce que l'accueil a été vraiment excellent. Après, encore une fois, c'est l'accueil des libraires, c'est pas encore l'accueil du public. Voilà, on verra les écoulements. Mais on sait d'ores et déjà que le libraire s'engage, donc il a aussi lui-même tout intérêt à pousser le titre. Et derrière, s'il y croit, c'est quand même, ça met vraiment toutes les chances de notre côté pour un bouquin qui est à notre sens, encore une fois, je parle sans aucune, pas légitimité, mais sans aucune crédibilité. Pour Prosan est un excellent bouquin. Donc sans aucun recul, sinon. Aucun recul. Voilà. Zéro. On vit avec Léo, on vit avec ce bouquin depuis 3 ans. On sait plus. Enfin, si on sait qu'il est chouette et qu'on s'est bien éclaté et qu'on bosse sur le deuxième, c'est on est très content. Et très content de nous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Sur cette question, justement, c'est parce que c'est toi qui étais l'éditeur de ce projet. Pour Prosan. Voilà. Oui. C'est voilà, quand j'ai vu l'Art Station et du coup les persos de Léo, et j'ai vu aussi un personnage qui m'a moi en tant que malouin et en tant que breton, voilà, et en plus en toute transparence, Léo est malouin aussi. Alors ça, je l'ai découvert après, je savais qu'il vivait à Nantes, mais en parlant plus, en faisant connaissance, voilà, qui m'a dit qu'il était né à Saint-Malo, qu'il avait de la famille là-bas et tout. Vos réunions. C'est vraiment vos réunions édito à base de crêpes, de galettes et de sites, quoi. C'est vraiment l'international des Bretons. Ouais. C'est terrible. Mais après, quand j'ai vu ce personnage, puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai déjà pu lire cette BD. Oui, j'ai compris. Voilà, vous verrez. C'est en tout cas, on n'en parle pas là parce que c'est un personnage aussi que Léo souhaite garder un petit peu comme surprise pour les lecteurs et les lectrices. Donc pour l'instant, on l'a pas encore dévoilé. Ouais, non, mais vous faites bien de vous le garder pour le moment. Mais du coup, c'était ton premier accompagnement de créa du début à la fin, alors alors ouais, du début à la fin, oui, parce qu'il y a eu des débuts avortés, ou du moins des fins avortées avant ça, parce que c'est voilà, quand on se lance aujourd'hui dans la création, c'est une erreur de dire ça, c'est en tout cas une fausse conception. C'est qu'un bouquin qui arrive aujourd'hui, évidemment, est en gestation depuis minimum 2 ans, 3 ans pour certains, voire même 4. C'est entre l'écriture et l'impression, il peut se passer énormément de temps. Donc non, c'est déjà des choses en fait qui ont été entreprises il y a au moins 3-4 ans, et d'autres projets qui malheureusement étaient bien lancés, ont pas abouti. Donc oui, c'est des choses comme ça qui sur lesquelles on travaille. Il y a d'autres titres au long cours. Il y a des titres que j'avais à un moment pressenti pour 2026 qui verront pas le jour en 2026. Ce sera plutôt pour 2027. Mais après, voilà, c'est moi, du coup, je vais gérer. Ça fait un 2. Si on parle de créa pure, où vraiment je suis sur le storyboard, la lecture du synopsis avant ça, du script après. Actuellement, on doit être sur 6 titres de mon côté. Et puis Sarah et Thierry sont aussi sur les leurs, donc les titres de Sarah et Thierry vont plus arriver sur 2027. Et vous répartissez, alors c'est quoi? C'est vraiment en fonction de chacun prospecte de son côté, et après vous faites des réunions de groupe, des comités éditoriaux. On fait lire, on demande ce que les autres en pensent. On
on essaie de voir un petit peu le niveau aussi de dessin, parce que parfois certains niveaux de dessin nous semblent insuffisants. C'est des choses dont on discute pas mal. On voit aussi si par exemple s'il y a trop de BD dans un seul genre, du coup on a tendance à décliner le projet. Enfin moi c'est vraiment une discussion continue qui est toujours super intéressante. On trouve des solutions aussi. Parfois, on peut avoir l'un ou l'une peut être bloqué sur un truc et puis on en discute et on vient essayer de trouver des solutions autour de ça. C'est assez plaisant parce que c'est très très différent du boulot qu'on a pu faire jusqu'ici. Et donc là, on est vraiment sur un peu sur cette symbiose de partage, d'excitation. Enfin, ça arrive aussi parfois de rentrer en contact avec un auteur et on se dit tiens là c'est ce qu'on me propose, que cet auteur-là me propose, c'est plus du polar, du thriller. Ça serait conviendra peut-être plus en fait au bouquin que Sarah veut développer, ou alors ça c'est très fantasy, donc là ça pourra peut-être plus aller chez Thierry. Enfin voilà, c'est à chaque fois une vraie collaboration là pour le coup au niveau édito. Mais il n'y a pas de collection qui soit attitrée à telle ou telle personne, si pour l'instant pas vraiment. Vu que vous êtes au lancement, j'imagine que là on parlait des 9 collections. Il y en a au moins un titre dans chacun. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes tous au moins au travail sur un titre de chacune de ces collections, et puis après vous verrez tout en à fait. fonction, Ouais. Non, est-ce qu'il y a une non, c'est ça. On est un peu sur cet équilibre là. Ouais. Donc pour rappel, Charybde c'est la fantaisie maritime, Olympe la mythologie, Carcosa l'horreur et le fantastique, Elysium la SF et l'anticipation, Avalon la fantaisie, Gomorrah le polar et le thriller, Metropolis l'action, Armadillo le western, et le dernier c'est le label hors collection. Sachant que tu vois par exemple il y a parfois des petits clins d'œil à Armadillo. C'est pas une cité connue pour le western, c'est juste en fait la première ville dans laquelle tu arrives quand tu joues à Red Dead Redemption. Donc c'est vraiment parfois c'est juste du clin d'œil en fait de gamer un peu. On est des geeks, ça se voit. On est des nerds. C'était ça au Blackwater, donc oui non mais je critique pas Metropolis. Metropolis effectivement pour l'action, mais c'est vrai que tu l'as un peu mentionné de créer des passerelles un petit peu si jamais des titres étaient entre les deux. Mais si t'avais un mélange de western et de fantasy, alors ça irait à Vadillo ou Armalon. Non, on verrait peut-être en fait il y aurait peut-être un genre qui serait dominant sur l'autre. On le garde peut-être sur un Vadillo si c'est vraiment plus l'ADN, un petit peu avec une dose de fantastique. Mais tu vois, sur le chemin, c'est peut-être un bouquin qui pourrait se retrouver du coup sur la route entre Armadillo et Avalon, quoi. Entre les deux. Et alors il y a ce label hors collection qui est justement là pour accueillir un peu peut-être ce qu'est la note d'intention au final d'Astrolabe, en tout cas, ou la synthèse de ce côté de on veut faire de la BD de genre et on veut le faire avec une dimension internationale, puisque donc c'est une anthologie qui arrivera au mois d'octobre 2026. Donc faut savoir, donc pour Presence ça arrive là ce printemps en mai. Ensuite on a le dernier pilote et le 4e père qui arrive en septembre, mais en octobre donc c'est cette anthologie qui s'appelle Le Phare, et sur lequel là vraiment on a cette grosse réunion d'auteurs franco-belges et d'auteurs de comics pour un ensemble de 8 histoires qui ont tous pour même thème le phare, mais qui vont s'inscrire dans des registres différents à chaque fois. Exactement. Et donc là par contre c'est là où vous êtes vraiment allé chercher effectivement les auteurs avec lesquels on a l'habitude de vous voir travailler, puisque on a les noms de James Tynion de Force, on a Ramvé qui va travailler avec Frédéric Peters, on a Serge Lehmann avec Richard Blake, on a Kit Toussaint et Felipe Andrade, Dan Waters et Sylvain Repos, Vincent Brujas et Jorge Corona, Matson Tomlin et Merwan Chaban. Voilà. Et on a même un dernier couple qu'on gardera que vous gardez secret un petit peu pour le moment. Mais donc quand même. Ouais. Quand même. Non, ça c'est ça. Donc là, je vais faire référence à parce que fucking Serge Lehmann quand même, qui est très grand nom, et de la littérature et de la bande dessinée, avec Richard Blake on avait vu donc sur Horizon Oblique. Et du coup, il est en train de partager des images de l'histoire qu'il est en train de faire maintenant que tout le monde a pu voir en fait de quoi il parle. Mais oui, ou même un Dan Waters révélé chez vous avec Dark Pattern cette année, et puis The Six Singers l'année dernière, donc qui est avec notre bon Sylvain Repos de Yojimbot. Enfin
c'est vraiment sympathique de voir toutes ces collaborations. Ça a été compliqué de faire ses pairs. C'était en fonction c'était vous aussi qui avez choisi de les mettre ensemble, ou c'est eux qui vous ont dit j'aimerais bien être avec quelqu'un qui dessinera des robots. Alors d'abord Sylvain ne dessine pas que des robots. C'est vrai. Mais c'est d'abord une idée que l'on doit, c'est vraiment l'idée de la 25e heure que l'on doit à Arthur Landurien, donc qui bosse sur la partie comics et qui était qu'on a très vite convié en fait, qui est très vite, naturellement pendant nos réunions créa, Arthur était là et c'était quelque chose d'assez voilà, l'enthousiasme était partagé à ce niveau-là aussi, quoi. Donc c'est des discussions qu'on a eues de manière assez précoce et assez tôt avec Arthur, et Arthur donc avait cette position un petit peu de lui qui n'allait pas être les mains dans cette création, un petit peu de ce regard un petit peu déporté, un petit peu avec un peu plus de recul. Il dit mais ce serait génial en fait qu'on crée, qu'on arrive à matérialiser rapidement en fait cette node d'intention que serait de marier vraiment la culture du comics ou on va dire la BD internationale avec des auteurs européens reconnus sur notre marché et tout, vraiment d'avoir ces associations créatives. Alors sur un temps court, ça n'est jamais qu'un exercice qui n'offre pas non plus des développements super profonds, mais c'est là où tu te rends compte que certains scénaristes et dessinateurs te font vraiment des prouesses en fait en 8 pages. Et pour les choix, ça a été beaucoup de. Alors ça a été assez long en fait pas forcément à définir parce qu'on avait déjà des listes d'auteurs avec lesquels on pouvait bosser facilement. Après, pour régler les timings de chacun, ça a été beaucoup plus compliqué. Puis après, les désistements, les impossibilités. Oui, parce que ça, c'est les équipes créatives terre finale, mais ouais. On peut imaginer que potentiellement, en fait, aucun de ces noms-là n'était présent au départ et qu'en fait, ça a été fait. Non, mais oui, potentiellement, c'est bien qu'il y en a certains qui étaient là dès le départ, mais tout oui. à fait. Non, ce qui fait qu'on a une si jamais l'exercice fonctionne et que le bouquin, on va dire, intéresse suffisamment les gens, on peut imaginer pour la deuxième année, du coup, revenir avec, pareil, toujours avec un symbole assez fort de l'évasion, de l'aventure, voilà, quelque chose peut-être pas forcément lié à la mer, mais en tout cas quelque chose qui invoque un petit peu ces images-là, cet imaginaire. Oui, on peut avoir, du coup, on a déjà une deuxième liste en fait de prêts pour la suite, et je pense que une fois que celui-ci existera, donc le phare, je pense que ça pourra peut-être convaincre aussi certaines personnes qui n'avaient pas forcément aménagé le temps nécessaire pour embarquer dans le premier bouquin, peut-être qu'ils pourront être là. C'est même des rendez-vous qu'on s'est donnés avec certaines personnes dont le planning était plus dispo. On s'est dit voilà, on te recontacte ou recontactez-moi quand vous lancez le deuxième, quoi. Donc ça c'est des choses qui nous permettent aussi de nous mettre sur la carte au niveau international. C'est que c'est là on revient de Bologne, et c'est vrai que c'est un titre qui résonne quand on parle à des éditeurs ou à des agents, quand ils voient James Tynion, Ram V, Dan Watters, c'est forcément des choses qui leur font lever un sourcil, quoi. Donc autour de ça, il y a plein de questions. Enfin c'est assez c'est un moment, je me suis demandé, parce qu'on parlait en termes de stratégie de communication, si on n'avait pas intérêt à distiller les couples artistiques. En gros, on révèle un à un le dessinateur, son scénariste, et inversement, de manière, on va dire, avec un planning bien précis de reveal. Et puis après, finalement, tout a été communiqué en masse, et je me dis c'est pas plus mal en fait, parce que du coup, si on avait juste dit on fait une anthologie, super. Allez, on fait une anthologie et on aura des auteurs américains, des auteurs européens. Ouais, mais bon, qui en fait t'auras? Et donc le fait que tout soit sorti là, tout de suite il y a un intérêt, il y a une place un peu particulière. On jette un autre regard en fait sur ce bouquin-là. Et c'est un bouquin qui est exceptionnel parce qu'il est exceptionnellement compliqué à mettre en place. C'est 18 maintenant auteurs à gérer en même temps, donc c'est pour ça qu'on est 4 à la manœuvre, et je dirais même je saluerais plutôt l'équipe que constitue Sarah, Arthur et Thierry, parce que c'est vraiment eux qui sont sur le pont, parce que moi en fait mes équipes artistiques, elles sont toi t'es en cabine. Non, mais elles sont désistées, les miennes. Ah là là, mais oui. Mais bon, c'est pas, je me suis rattrapé. J'ai réussi à rattraper un peu le coup sur d'autres trucs. Mais voilà, du coup, c'était
c'est vrai, c'est une sacrée aventure, et c'est surtout, je pense que Arthur devait trouver qu'on n'était pas assez occupé avec nos projets perso pour du coup proposer ce titre-là, mais qui fait vraiment tout son sens en fait. C'est vrai que c'est un projet qui naturellement a trouvé sa place et dans nos priorités et dans le planning en fait. C'est vraiment je pense qu'on peut vraiment remercier Arthur pour cette super idée. C'était assez brillant. Même si après, l'anthologie de genre notamment, c'est pas forcément le créneau le plus porteur en France, quoi. Donc faudra non, voir. pas du tout. Et c'est même, tu vois, je vais même te dire que je vais pas te dire qu'on l'a fait selon, hors de toute considération commerciale, mais pour le coup, c'est vraiment ce que ça doit être. C'est un manifeste créatif. On veut croire que ça va plaire parce que ce sera quand même fait avec le cœur et avec des auteurs qui méritent un petit peu le détour. Après, si ça rentre, moi le premier, je suis pas ultra consommateur d'anthologie, mais je trouve que si j'avais une anthologie avec ces noms-là, bah ouais, j'y jetterais plus qu'un œil en fait. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, on part vraiment d'une maxime personnelle ou de goût personnel pour tendre vers l'universel. On verra si on arrive à arriver au ne serait-ce qu'à mi-chemin, ce serait super. Donc non, il y a pas de prétention autre que on trouve ça plutôt cool, même de si vous connaissez pas le scénariste américain, peut-être que si vous connaissez Serge Lehmann, du coup ça va peut-être vous intéresser en fait. Et c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en place, parce que moi c'est un truc que j'ai remarqué depuis maintenant même 20 ans en fait que je suis dans l'édition, c'est qu'il y a énormément de scénaristes et de dessinateurs franco-belges qui adorent le comics, mais vraiment que c'est des lecteurs de Strange. Enfin, je pense à d'Horizon, je pense à Fabien Nury, je pense à tous ces à Bruno, enfin tous ces dessinateurs, et c'est Ralph Meyer, enfin tous ces Guarnido, Marini, enfin bref, tous ces auteurs, Loffray, tous ces auteurs. Oui, c'est toi, tu l'as continué ta phrase. Oui, je la termine. Parce que t'as fait 4 fois là. Tous ces auteurs et t'en rajoutes un. Mais en fait, ces gens voilà. sont passionnés en fait de BD américaine, et c'est malheureusement un truc dont on ne s'est pas vraiment emparé, nous en tant qu'éditeurs de comics, qui disons mais lisez nos comics, c'est quand même pas mal. En plus c'est validé par les auteurs que vous suivez d'année en année, quoi. Et je pense que cette anthologie là permet de révéler aussi cette vérité, cette inspiration et ce lien qu'il y a entre voilà, ils ont beau être séparés par un océan, il y a quand même du coup une communauté, il y a une communion en tout cas d'esprit, et c'est un peu ce que symbolise aussi ce titre-là. C'est littéralement le pont jeté entre deux cultures. C'est aussi vraiment ce qu'on voulait symboliser avec cette anthologie. Donc vraiment, encore une fois, si ça se vend, tant mieux, mais c'est pas l'objectif premier. C'est vraiment d'abord aussi de réaliser un truc qui est casse-gueule et souvent très dur à mettre. Tu vois, tu disais oui, la bande dessinée française accueille beaucoup de talents étrangers, c'est vrai, mais en tout cas à chaque fois qu'il y a eu, je parle d'expérience de lecteur là pour le coup, à chaque fois qu'il y a eu des mariages, notamment auteurs de comics, auteurs français, moi j'ai jamais trouvé mon compte. On verra si du coup on arrive nous à relever un peu le défi, parce que pour moi ça reste un défi. Je me souviens peut-être de quoi, je suis Légion, peut-être de Nury et Cassadet, qui était assez qui était très réussi, je trouve. Mais c'est peut-être le seul souvenir que j'ai vraiment de mariage heureux quand on mélange un peu ces cultures là. J'espère que je fais pas offense à plein d'autres personnes, mais non, enfin voilà. Mais en tout cas voilà, c'est à notre petite échelle, c'est un peu l'ambition qu'on a là-dessus, quoi. Donc oui, effectivement, l'anthologie, c'est pas le genre commercial par excellence, mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. C'est symboliquement, si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, on sera nous très très contents. Alors nous du côté de la VO, l'année dernière, il y a un peu plus de 3 ans, on a Distillery qui avait aussi fait son démarrage avec une anthologie qui s'appelle The Devil's Cut, et dans laquelle en fait les histoires qui étaient proposées grosso modo préfiguraient des équipes créatives qui allaient travailler ensemble ensuite. Est-ce que le phare sert aussi un peu à teaser des équipes créatives qui vont travailler ensemble? C'est-à-dire que les gens qui travaillent ensemble sur les codes d'histoire vont ensuite faire des projets ensemble, ou pas du tout? Ça reste l'ambition aussi de ce genre de projet. C'est des laboratoires. On veut croire qu'il puisse y avoir un précédent du coup ça a créé du moins un précédent de collaboration si effectivement les deux auteurs ont une velléité pour développer un peu plus. On sera ravis.
voilà, c'est des choses qu'on espère effectivement voir. Je vais pas m'étendre plus, mais oui, c'est des choses qui. Et ce qui était intéressant aussi sur la constitution des équipes, c'est que parfois tu te dis ah là là, je suis trop bien inspiré, on va faire se rencontrer un tel et ça va faire des chocs à pic. Enfin bref, ça va faire un truc génial. Et en fait, tu te rends compte que parfois ce que tu penses créer entre guillemets n'est jamais que t'as été vraiment le dernier coup de pouce d'une relation qui était à ça de se faire. C'est que notamment quand on a contacté Frédéric Peters pour participer à ne serait-ce que sonder son intérêt pour les comics, la culture américaine, ce genre de choses, et qu'on lui a parlé voilà de Ramvé qui était sur du coup notre liste de participants qui avaient accepté. On dit voilà, est-ce qu'on pensait à toi et Ramvé, est-ce que mais Ramvé, j'adore toutes les morts de Leila Starr, il connaissait pas Robin mais du coup il a adoré et même encore plus que Leila Starr. Bref, il y a eu du coup cette espèce d'adhésion, et quand on en a parlé à Ram, on lui dit voilà, on a contacté Frédéric Peters, on sait pas si tu connais voilà son boulot. Il dit mais tu rigoles, c'est en fait quand je suis arrivé en Angleterre, donc pour rappel Ram est indien, donc il est arrivé en Angleterre, je crois que c'était dans les années je sais plus, c'était 2010, enfin il y a pas si longtemps que ça. En fait, l'un de ses premiers boulots, ça a été d'adapter pour un petit éditeur numérique, en fait, notamment tout le catalogue de Frédéric Peters, en fait, en numérique. Et bah c'est comme ça qu'il a connu les pilules bleues, c'est comme ça qu'il a connu Ama, enfin bref. Et il avait développé une passion en fait pour Peters. Donc parfois, ce que tu penses créer presque ex nihilo était à ça d'arriver. Donc c'est aussi super plaisant d'être un petit peu le marieur ou l'accoucheur en fait de ce type ce type de rencontre là. Effectivement, si derrière ça peut donner lieu à des projets d'une plus grande ambition, ce serait parfait. Très bien. Pour conclure, enfin c'est une de mes dernières questions. J'ai une autre qui est plus pragmatique, mais je pense qu'il y a pas mal de gens, parce qu'on est sur First Print, hein, donc qu'on a la culture comics dans le sang. On a la culture comics qu'on a. Désolé, hein, désolé pour nous, hein. Mais c'est de savoir est-ce qu'il y aura un impact en fait avec l'existence d'Astrolabe et de certains projets justement comme le dernier pilote ou le 4e père qui se monte. Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'offre indé qu'on retrouve chez Urban du coup? Pas du tout. On va pas retrouver, tu vois, à la limite pour ça. Je veux dire, si jamais, faudrait plus se poser la question de non, je vais pas le tourner comme ça. En gros, il y aura jamais un projet qu'on irait acheter. Enfin, jamais. Je préfère pas dire jamais, mais c'est pas le but d'aller acheter un projet chez Image pour le mettre chez Astrolabe. Là, pour le coup, on brouillerait vraiment les cartes et ça aurait pas vraiment de sens à ce niveau-là. Non, ça restera soit en indies, soit en grand format, mais ça restera du Urban Comics. Là, c'est vraiment du travail d'adaptation où il y a pas, là pour le coup, il y a pas de création éditoriale, il y a pas d'input, il y a même pas ce rôle de producteur qu'on peut avoir sur d'autres titres. Donc non, si on peut voir un fléchissement des publications indé chez Urban, ce sera pas du tout lié à ça. Je parle de fléchissement parce que ça, c'est des réflexions qui là vont vraiment aborder plutôt le côté comics. Hein. C'est des réflexions qu'on s'était déjà faites la dernière fois, ouais. Je crois, sur le succès d'Absolute notamment et la manière dont DC arrive à capter un peu les auteurs indés, ceux qui font un peu les titres les plus forts chez Image, chez Dark Horse, chez Boom, maintenant sont en train de bosser en fait chez DC, que ce soit pour le côté Absolute ou pour le côté même soit Black Label ou même Vertigo maintenant. Donc là, naturellement en indé, moi, ce que j'avais déjà dit, hein, je crois que il y a une sélection qui est un peu plus restreinte en fait de titres que je trouve vraiment intéressant, qui existent quand même, hein. C'est comme des choses il y a quand même plein de choses qu'on va proposer jusqu'à la fin de l'année, mais non, il y aura pas cette cannibalisation en tout cas auteur indies versus Astrolabe, ça sera très clair. Très bien. Bah écoute, moi j'ai envie de te souhaiter une bonne navigation. Bon vent. Voilà, un bon vent, puisqu'on va rester sur ce registre maritime jusqu'au bout. Donc, Astrolabe, pour celles et ceux qui ont écouté cette émission, ça démarre le 7 mai 2026 avec la sortie de Pourpre Sang. Léo, je sais pas s'il nous écoute, mais si tu nous écoutes, tu seras le bienvenu pour venir parler de ton album dans ce podcast, puisque on a quand même une longue expérience maintenant d'accueillir plein d'auteurs de bandés franco-belges et de jeunes auteurs particulièrement. Donc, moi, ce sera avec plaisir
qu'on discutera de ta BD. Ça, c'est au cas où ils nous écoutent. Sinon, eh bien, j'ai parlé dans le vent. Mais c'est pas grave. Et du reste, donc, on se donnera rendez-vous en septembre avec les albums donc de Matteo Scalera et de Sean Murphy, puis en octobre pour l'anthologie Le Phare. Et j'imagine bien que d'ici là, vous-même, avec vos propres réseaux, vous présenterez plus en détail ces projets pour qu'il y ait plus de visuels de couverture. Pour l'instant, on a les couvertures que vous pouvez voir sur Comics Blog notamment. Non, bah c'est en fait oui, provisoire, j'allais dire peut-être provisoire à voir quoi. Mais voilà, il n'y a pas forcément de page de preview pour tout. Mathéo a fait pas mal de pages de preview sur son Kickstarter, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que le dernier pilote pour l'instant est assez discret. Et j'imagine oui que vous présenterez peut-être aussi des extraits, des histoires du phare en temps et en heure. Ouais, pour l'instant le médium principal qu'on utilise c'est Instagram. Oui. Dans un premier temps, il y a un site qui est à venir, donc qui est en cours de construction actuellement. Mais voilà, ce sera principalement nos axes de communication principaux. Et puis on aura l'occasion de faire le bilan, peut-être, d'ici le début d'année prochaine. Oui, en fait, je sais bien que tu as monté une maison d'édition juste pour pouvoir venir deux fois faire des podcasts de bilan. Voire même quatre fois par an avec des bilans de fin d'année. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si tu fais aussi des bilans demi-année, mais voilà, franchement, est-ce que je méritais que tu montes une maison d'édition juste pour ça? C'est beaucoup. Le minimum. Voilà, que je vois ton nouvel appart quand même. Ouais, voilà, c'est ça. J'apprécie l'effort. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir présenter ce projet. Donc, j'imagine bien que les gens de First Print viendront y jeter un œil puisqu'il y a des auteurs qu'ils connaissent déjà. Et j'ose espérer que des podcasts ou en tout cas des médias de BD généralistes iront aussi t'inviter pour que tu puisses leur présenter ce projet-là qu'on sera ravis de découvrir en librairie d'ici quelques semaines à peine pour le premier d'entre eux. En tout cas, si ce podcast vous a plu... j'ai pas le temps de dire merci pour le micro tendu. Oui, de rien. Et pour l'intérêt porté. Merci beaucoup. Pas de souci. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas, puisque on est le premier podcast à faire sur ce projet, donc n'hésitez pas à le partager pour faire connaître notre travail et faire connaître le travail de celles et ceux qui y passent. Vous pouvez aussi poursuivre la discussion sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord et également venir nous soutenir sur notre page Tipeee après votre passage en librairie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. François, je te dis à la prochaine à bientôt pour un autre podcast. Merci. Salut!